Bonjour pour une vidéo parlant science et dans cette vidéo, je voudrais clore ce, ce jour d'anniversaire de Pi, puisque nous sommes le 14 mars 2024. Et donc je vais vous parler tout simplement du calcul du développement décimal de Pi. Pour faire ce petit voyage, je vous propose un petit voyage en 3 étapes. D'abord, on va commencer par un certain monsieur X. On va suivre comment monsieur X a calculé les décimales de pi, voilà un petit moment. Puis on va suivre un Huguenot à Londres. Ensuite, on va s'intéresser à des moyennes. Alors regardons d'abord, examinons d'abord le parcours de monsieur X. Alors, avant de commencer, intéressons-nous à une loi binomiale. Et vous savez qu'une loi binomiale, c'est tout simplement une loi qui contrôle le nombre de succès indépendants quand vous faites n lancers, par exemple de pile ou face, et vous comptez les succès. Mettons que face soit un succès. Alors, quelle est la variance par exemple, d'un lancer, si vous avez un essai seulement, et que votre probabilité de succès est P, et bien votre variance, c'est P multiplié par 1 moins P, où P, c'est la probabilité de succès. Pourquoi? Puisque la variance, c'est simplement la moyenne de x au carré, du nombre de succès au carré, moins la moyenne de x au carré. D'accord? Donc, vous avez cette fonction qui apparaît, la variance P fois 1 moins P. Alors, la fonction de probabilité, c'est tout simplement celle-là. Hein. Le succès, c'est face, et là, c'est pile. D'accord? Et vous avez une probabilité P de succès, donc vous voyez facilement que le calcul est très aisé, puisque la variance, c'est simplement P au carré, P moins P au carré. D'accord? L'espérance de x au carré, c'est simplement P. Et l'expérience de x est aussi P, donc P moins P au carré vous donne P fois 1 moins P. On obtient donc que la variance est une fonction parabolique de P. D'accord. Alors maintenant, imaginons que P soit traité comme une inconnue. Donc la probabilité prend n'importe quelle valeur entre 0 et 1. Et donc on va s'intéresser à la variance comme la réponse à cette probabilité. On va regarder la variance en fonction de la probabilité de la loi. Évidemment, on peut très facilement plotter ça et on obtient ce diagramme. Ça prend une parabole. Maintenant, si on veut, on peut aussi regarder, ça c'est en anglais parce que j'ai d'abord écrit cette activité en anglais. Donc ne vous étonnez pas de vous trouver parfois de l'anglais ici. On peut s'intéresser à la déviation standard, et donc au sigma si vous voulez, et on peut simplement prendre la racine carrée de la variance. Et dans ce cas, on va obtenir quelque chose de différent. Ah, oui, effectivement, c'est différent, tiens. Ça ressemble curieusement à un demi-cercle. Hein. Je pense que c'est un demi-cercle. En effet, c'est un demi-cercle. Pour le voir, c'est très facile. Hein. Il vous suffit de regarder l'équation que nous avions. Hein. Donc, au carré, y au carré, y c'était racine de x fois 1 moins x, donc y au carré, c'est ça. Vous faites apparaître un début de carré ici, et vous voyez bien que on a tout simplement le lieu des points qui sont à distance 1 demi du point de coordonnées 1 demi 0. Donc ici, on a le point de coordonnées 1 demi 0, et la déviation standard, elle se répartit donc sur un demi-cercle, sur ce demi-cercle. Intéressant. Alors, on va être intéressé justement, ce cercle nous intrigue et intriguer monsieur X. Donc, monsieur X a décidé de partir de ce cercle, et ici, il s'intéressé particulièrement au point suivant. Donc ici, on a A ici, situé ici, B ici. Attendez, je vais vous montrer les points. Hein, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ce secteur ici. On va le couper à la moitié.
à la moitié des abscisses, donc à l'abscisse x égale 1/4, 0,25, on va élever une verticale ici jusqu'à ce qu'on coupe le cercle, et on va s'intéresser à ce cercle de cercle. Je vais vous montrer sur un diagramme, et donc on va faire apparaître ces 4 points. Alors, je vais vous montrer, j'ai codé, j'ai écrit un petit programme R pour vous montrer ce qui se passe. Voilà. Donc, Monsieur X est intéressé à cette figure. Et ce qui l'intéressait particulièrement, c'est de calculer la surface verte. Alors, c'est pas bien difficile à calculer la surface verte, hein. Donc, les points en question sont A ici, donc 0, 0, coordonnées 0, 0. B, c'est le point suivant. C, c'est le point d'après. Et D, c'est le point en haut, là, une façon de cercle. D'accord? Le sommet de ces deux, un triangle curviligne, si vous voulez, le vert, et un triangle normal, un triangle rectangle rouge. Alors clairement, si vous regardez bien, vous voyez que la somme du vert et du rouge, c'est un sixième de cercle. Pourquoi? Parce que cet angle-là, ici, c'est 60 degrés, tout simplement parce que le cosinus, c'est 1,5. D'accord? Ça, c'est une façon de le voir. Ou alors, si vous voulez, simplement faites jouer un argument de symétrie, hein. Continuez de remplir, et vous pourrez certainement multiplier ce vert et ce rouge 6 fois pour remplir le cercle exactement. C'est très simple. Donc, effectivement, comme on connaît la surface totale du cercle, si on connaissait pi, hein, rappelons que le cercle a un rayon de 1,5, donc on connaît facilement la somme de la surface verte et de la surface rouge. Mais que vaut la surface verte? La surface rouge n'est pas bien difficile non plus à calculer. 1,5 de base fois hauteur. On connaît la base, on peut connaître que la hauteur grâce au théorème de Pythagore. Donc, c'est pas bien difficile. Mais que vaut... Alors, effectivement, si on a la surface totale et la surface rouge, on peut en déduire la surface verte. C'est ce qu'on va faire. Donc, voilà, c'est tout simplement ce programme-là. Donc, je calcule la surface du triangle rouge, d'accord? Et puis là, je déduis la surface du triangle, du pseudo-triangle vert, d'accord? Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, comme Monsieur X, on va faire le calcul différemment. Bien entendu, on peut aussi intégrer la fonction déviation standard, la fonction racine de x fois 1 moins x, qui nous a donné le cercle. On peut l'intégrer de 0 à 1/4. Faisons ça. Mais à l'époque de Monsieur X, on n'était pas trop sûr évidemment, on n'avait pas d'ordinateur. Comment faire pour intégrer une telle fonction? D'ailleurs, je vous pose la question. Quelle est l'intégrale ici? D'accord? Bon, comment continuer? Bon, évidemment, la racine, c'est la puissance 1,5. D'accord? Donc, on peut réécrire ça comme ça. On n'a rien changé, mais que vaut 1 moins x puissance 1,5? On n'est pas sûr. Est-ce qu'on peut l'approximer? Alors, rappelons-nous que toute cette histoire se passe en fait en 1666, et l'histoire se passe alors que la grande peste sévit à Londres, et Monsieur X, qui habite à Londres, vient juste de retourner à la campagne pour échapper justement à la grande peste. Donc effectivement, il en réchappera, et comme il s'ennuie, il fait des calculs. Et donc il s'inspire du binôme de Pascal, la formule binomiale de Pascal qui lui dit ça, qui lui dit que x plus y puissance n peut être recalculé de cette manière, avec les coefficients du binôme. D'accord? Les coefficients de Pascal. Intéressant. Le problème, c'est que dans la formule de Pascal, l'exposant est entier, et que là, on n'a pas un exposant entier, on a un exposant fractionnaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, est-ce qu'on peut utiliser les coefficients de Pascal avec un exposant fractionnaire? On n'est pas sûr. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça vaut, ça? Est-ce que vous pouvez me calculer cette valeur? Pas sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous faut une idée. Ah, on sait que le binôme, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Factoriel S, factoriel K, factoriel R moins K. Bon, d'accord. Alors là, si on veut appliquer la même chose, dans le cas qui nous intéresse, il faudrait calculer factoriel 5.4 et factoriel 2.4. Mais je ne sais pas calculer factoriel 5.4 et je ne sais pas non plus calculer factoriel 2.4. Par contre, je peux avoir une idée brillante qui est que, en fait, la factorielle 2.4 simplifie une grosse partie du calcul de la factorielle de 5.4. Si je m'inspire de ce qui se passe pour les entiers, donc je peux me dire qu'une façon logique de définir ce coefficient binomial, sans pouvoir calculer la factorielle de 2.4, d'accord, c'est de la calculer comme ça. De simplement prendre 5.4, doter 1, jusqu'à ce qu'on élimine, on rend compte exactement 2.4 factoriel qui s'élimine. Et vous voyez qu'en faisant ce calcul, vous n'avez pas besoin de calculer, de définir. C'est vraiment une propriété fantastique. Vous n'avez pas besoin de définir ni la factorielle de 5.4, ni la factorielle de 2.4. Donc, c'est une très belle idée de Monsieur X, évidemment. Alors, Monsieur X applique effectivement cette idée. Et le problème, c'est que là, on va avoir une autre difficulté. C'est que ici, dans cette somme, d'accord, vous voyez que n est un entier et que n détermine aussi, l'exposant n de la somme, détermine aussi où l'on s'arrête. C'est une somme finie. On va de 0 à n. D'accord? Mais dans notre cas, l'exposant est 1/2. Alors, ça ne veut rien dire. Aller de 0 à 1/2, ça ne veut rien dire. Donc, où doit-on s'arrêter? Où doit-on s'arrêter? C'est la deuxième difficulté. Alors, Monsieur X réfléchit un moment et se dit, eh ben, ne nous arrêtons pas. Tout simplement, ne nous arrêtons pas. D'accord. Donc, ne nous arrêtons pas et écrivons la formule. Alors, on écrit la formule du binôme et on obtient ça. D'accord? Donc, vous voyez, on ne s'est pas arrêté et on peut faire les calculs à chaque étape. Alors, évidemment, Monsieur R est assez satisfait de sa prouesse. Il l'est de toute façon de manière générale. Et donc, il va appliquer cette formule qui vient juste d'intuiter à un cas particulier. Bon, eh ben, essayons de l'appliquer justement au cas qui nous préoccupe, puisque nous voulons calculer ceci. Bon, je vais calculer 1 plus x puissance 1/2. D'accord? Faisons ça. Donc, on va appliquer la formule du binôme à la Monsieur X, d'accord? Simplement en prenant A égale 1 et B égale, ou X égale 1 et Y égale X ici. Et voilà ce qu'on obtient, bien sûr. Hein. J'ai simplement développé, j'ai réécrit ma recette de calcul. Je ne m'arrête jamais et je calcule mes coefficients comme je vous l'ai indiqué. D'accord? Donc, on arrive à... Voilà, ça c'est la façon de calculer les coefficients. D'accord? Évidemment, il faut que je respecte des choses élémentaires, des propriétés élémentaires. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le coefficient du binôme de R0? Ben, R factoriel divisé par 0 factoriel. Je m'inspire, j'essaye de garder les règles algébriques qui existaient pour les entiers et je les applique maintenant dans mon nouvel univers de fractions. D'accord? R ici, je vous le rappelle, est une fraction. Vous voyez, encore une fois, on a le phénomène de simplification de factoriel R par factoriel R qui nous donne 1. Évidemment, cela n'a plus d'interprétation combinatorique, ou combinatoire. Puis l'interprétation combinatoire, on ne peut plus dire choisir 0 objet à partir de parmi R, puisque là, il y a un demi-objet. D'accord? Le suivant, le coefficient suivant, ça serait celui-là, évidemment, etc. D'accord? Donc, finalement, on trouve, j'ai réécrit simplement la chose, hein, on a ceci qu'on applique. Donc, on va appliquer ça. Alors, Monsieur R décide de garder 22 termes. Bon, ok. À l'époque, les calculs sont assez difficiles quand même. N'oublions pas, nous sommes en 1666. Okay.
Donc les calculs sont assez délicats et bon, heu monsieur X est assez pertinent, mais il calcule bien, mais déjà 22 termes, c'est pas mal. OK. Alors, bon, j'ai écrit un petit, aujourd'hui, c'est plus facile puisqu'on peut programmer et donc j'ai écrit, tout simplement, j'ai écrit un petit programme pour évaluer cette quantité. Le voilà, donc je peux choisir la fraction, je peux choisir le comment dire? L'exposant que je veux, un exposant fractionnaire. Je prends 22 termes, j'initialise un vecteur vide et je boucle. Tout simplement, je boucle et je remets à 1 le premier coefficient parce qu'il faut se méfier, là, j'ai fait vraiment attention de dégager le premier coefficient parce qu'ici, sinon, on a un non-sens, sinon on ne sait pas. Donc il faut faire juste un petit peu attention au premier coefficient qui doit être 1. D'accord? Alors, on y va, calculons ces termes et maintenant, bon, voici ce que j'obtiens. Donc j'obtiens 22 termes ou 23 en comptant le 1. D'accord? Et donc j'ai fait en quelques secondes, évidemment, ce que monsieur X a fait en 1666. Très bien. Bon. Alors, bon, je vous ai dit que j'approchais bien, je devais bien approcher, avec ma formule, je devais bien approcher racine de 1 plus x. Vérifions si c'est bien le cas. Donc là, j'ai tracé racine de 1 plus x pour x variant entre 0 et voilà, entre 0 et moins 1, d'accord? Et bon, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer, la fonction réelle avec, mon approximation. Alors vous voyez, j'ai tracé bon, j'ai écrit mon petit programme ici, pour faire ce calcul et je trace mon approximation, l'approximation de monsieur X avec la série, de monsieur X en gardant 22 termes et vous voyez que ma fonction rouge, mon approximation, suit quasiment exactement la courbe noire, sauf que, bon, ça se gâte un petit peu du côté de -1. Et ça, c'est parce qu'on est très loin, enfin bon, il nous faudrait sans doute plus de termes pour, arriver à ce que, mon approximation fonctionne bien aussi dans le cas extrême de -1, d'accord? Rappelez-vous que pour -1, on arrive à racine de 0. Évidemment, racine de 0, bon, il y a un point de rebroussement 0, on risque d'avoir quelques petits problèmes, d'accord? Mais si vous voyez bien là, l'accord semble excellent. Donc on est sur la bonne piste, d'accord? Bon, d'accord. Donc j'ai finalement la bonne série pour faire des calculs, d'accord? OK? Là, je vous remontre, là, ce que j'ai fait, c'est que je développe un petit programme pour vous montrer le niveau de l'erreur, d'accord? Et je zoome, je prends une échelle entre 10-4 et plus entre -10.4 et +10.4 et j'ai donc une échelle très, bon, quand même, une erreur d'1/10 millième et ben, je peux pas voir. L'erreur est là. L'erreur de tous mes points est là, elle est virtuellement nulle, d'accord? Donc avec 22 termes, ma précision semble, très, très bonne, en tout cas entre 0 et 0,25. C'est ce que j'ai fait et c'est là que je veux être, hein. Je veux intégrer de 0 à 0,25. Donc le la précision semble phénoménale. OK, bon. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir, d'accord? Et que je vais appliquer ma formule, donc racine de l'intégrale. Je vais appliquer ma formule à l'intégrand que je cherche à calculer. Et l'intégrand, c'est racine de x fois racine de 1 moins x. Donc je remplace, racine de 1 moins x par l'approximation de monsieur x. D'accord? Et bon, vous voyez les différents termes, d'accord? Et il nous faut intégrer ça. Alors c'est pas très difficile à intégrer ça, parce que maintenant, je reconnais, que chaque terme, d'accord, est en fait, comme un décalé polynomial puisqu'il y a d'une part un monôme et d'autre part la puissance admis de x. On sait très bien calculer la primitive de chaque terme, d'accord? Donc finalement, on intègre une somme infinie, d'accord, de termes simples. On intègre une somme infinie qui converge bien sûr
d'accord? Et on va l'intégrer terme à terme, tout simplement. On va l'intégrer terme à terme et elle est très facile à intégrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un petit programme pour faire cette intégration. Et comme j'avais d'abord approximé 1 plus x, racine de 1 plus x, là, j'alterne, je fais juste, je crée un vecteur adéquat pour alterner mes signes et donc en fait, je calcule mes coefficients pour approcher comme je veux racine de 1 moins x. D'accord? Et ayant fait ça, j'ai donc maintenant mes bons coefficients et je vais donc faire mon intégration terme à terme. Alors, donc l'intégration me donne ça, voilà, et je vais donc calculer, maintenant, je vais calculer mon intégration par la voie d'un programme. D'accord? C'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Et donc, je calcule l'aire de mon triangle vert, d'accord? Par intégration. Et je trouve ceci. Et donc, monsieur X, qui a suivi exactement ce cheminement, d'accord, a donc obtenu 2 versions de la surface verte. Rappelez-vous la surface verte? Il a 2 expressions pour la surface verte, d'accord? Rappelez-vous qu'on avait calculé, la voilà, d'accord, ici. Voilà la surface verte. Et maintenant, nous avons une autre valeur. Donc, comme dans la première expression, nous avons pi, d'accord, nous pouvons déduire une valeur de pi, et c'est ce qu'a fait monsieur X. Alors, cherchons quelle valeur de pi nous obtenons, d'accord? Recherchons cette valeur. Excusez-moi pour ça. Je suis en train de descendre là où nous en étions. Donc, quelle est la valeur de pi? Ah ben, on va simplement déduire la valeur de pi de la valeur de a, puisque nous avons deux formules qui lient a à pi. D'accord? Donc voilà, j'ai simplement éliminé pi entre les deux formules, et voilà pi. Donc a, la formule est simple, cette formule, c'est simplement a égale 0, cette valeur. Donc je vais remplacer la valeur de a, d'accord, et je vais obtenir la valeur de pi. Voilà la valeur de a. Alors la valeur de a, comme vous voyez, c'est 3.14153. Ça a l'air d'être assez précis, d'accord? 3.14, 3.14159, ça vous semble juste? Est-ce que je peux savoir si c'est assez précis? Oui, je peux le savoir. Je vais simplement changer les options de R pour visualiser plus de décimales. Je vais demander 20 décimales et je vais refaire le calcul et je vais afficher les 20 premières décimales dans de pi, la constante telle qu'elle est stockée dans R, donc qui est supposée être aussi précise que possible. Et voici la valeur obtenue par monsieur X. Pas mal. Alors, mais qui est monsieur X? Avez-vous deviné? Eh bien, monsieur X, c'est tout simplement Isaac Newton. Voilà. Donc, monsieur X, voilà monsieur X. Et effectivement, il est arrivé à cette formule en retournant à son domaine de Grantham pour échapper la peste bubonique. Voilà. Donc ça, c'était la première histoire, l'histoire de monsieur X. Alors, je vais faire suivre cette histoire par un deuxième chapitre, qui est le chapitre de monsieur Huguenot, qui est né en France, à Vitry-de-François, mais qui n'a pas été très bien servi par sa patrie d'origine. En effet, c'est une époque où donc il est né en 1667 à Vitry-le-François, et l'époque est chaude. Il est protestant, il est de religion protestante, et l'époque évidemment n'est pas favorable au protestantisme puisque il y a tout un mouvement de contre-réforme
Et le roi Louis XIV et effectivement, le roi Soleil représente le pouvoir catholique et donc fait la guerre, à la suite de Richelieu d'ailleurs, hein, aux protestants dans le royaume de France. Et alors je vais quand même vous montrer ici ce dessin qui est quand même assez saisissant, un dessin très connu, où on voit les missionnaires du nouveau type qui sont les dragons, qui sèment la terreur réellement dans les campagnes et qui forcent littéralement les hérétiques à signer sa conversion. Vous avez des fautes de français ici, hérétique signant sa conversion, hein. La force passe la raison. Vous voyez que vraiment ce dessin est très beau parce qu'on voit un engagement militant dans ce dessin et on comprend que ce dessin exprime la détresse de l'époque pour les protestants. D'accord? Donc ça, c'est quand même une chose intéressante à souligner. Et en effet, alors bon, pour ceux qui sont intéressés par cette histoire, hein, évidemment, elle commence avec l'édit de Nantes, qui proclame la liberté de culte, pour, toutes les religions et donc les protestants sont plus ou moins mis à l'abri donc des persécutions à partir de ce moment-là et ce régime de liberté va progressivement se dégrader jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Quant à la personne qui nous intéresse, Abraham de Moivre, Heu, Abraham de Moivre, il a étudié au collège de Sedan, il vit et il étudie à Paris. Ses études ne sont pas simples. Il commence d'abord par étudier dans une école où, il n'est pas très, convaincu par ses professeurs, hein. Mais progressivement, il a la chance de pouvoir lire, le traité de Huygens sur les réflexions sur les jeux de hasard, hein. Traité que Huygens, Christian Huygens, un fameux physicien et mathématicien de l'époque, hein, mmh, légèrement précédente, hein, traité que Huygens lui-même avait écrit, en se référant beaucoup à Blaise Pascal. Finalement, sous la pression des persécutions, contre les Huguenots, il se décide et il part définitivement en 1688, donc il a 19 ans, je crois. Il part à Londres pour échapper aux persécutions. Alors, bon, juste pour vous donner un petit peu une idée du climat de l'Angleterre à cette époque-là, je vous ai pris une très belle gravure de William Hogarth, OK? On n'est pas encore, dans le côté galant qui va suivre plus tard, hein, on n'est pas encore à ce moment-là, mais voilà, on est au début du siècle des Lumières et donc De Moivre va se faire connaître rapidement. Il va, écrire un certain nombre de livres qui vont vraiment le rendre célèbre et il va faire une carrière de mathématicien essentiellement. Il va devenir ami de Halley, le même Halley que la comète de Halley, astronome royal, hein, et en particulier, il va travailler sur les premières rentes viagères et la première théorie mathématique des assurances-vie. D'accord? Ah, il va travailler aussi beaucoup en géométrie, et il va, vraiment une découverte absolument fantastique. Il va découvrir avant tout le monde, le premier, la loi normale, la loi de Gauss. La loi qu'on appelle de Gauss, mais qui réellement pourrait porter le nom de loi de Demoivre. Puisque c'est réellement lui qui, en étudiant les propriétés statistiques de la loi binomiale, d'ailleurs c'est quelque chose que j'enseigne à mes élèves, hein, littéralement c'est lui qui a mis la main, découvert vraiment, à partir de rien, la la fonction de distribution de la loi, normale, bien avant Gauss donc. Et ça s'est passé en 1630.
Il a aussi, comme vous le voyez ici, il a aussi prévu enfin, là, ça, c'est peut-être un peu du folklore. On dit qu'à l'âge de 87 ans, il a observé qu'il dormait 15 minutes de plus chaque nuit. Il en a déduit, quand est-ce qu'il mourrait, en fait et il est mort à point, si on peut dire. Donc Demoivre, il est très connu pour la formule de Demoivre. Ça, c'est vraiment ça c'est la formule qui est passée à la postérité. Mais, il a fait aussi beaucoup d'autres choses et en particulier, il a écrit, bon, un livre fameux qui est devenu la bible des probabilités qui s'appelle The Doctrine of Chances. Il y a eu plusieurs éditions. La première était en latin, puis, il l'a publiée en anglais. Et réellement, il y expose vraiment les débuts du calcul des probabilités et des calculs qui sont vraiment, des calculs, pas des calculs qu'on enseigne encore aujourd'hui essentiellement. Malheureusement, les Français n'ont reconnu que tardivement son mérite, hein, et en fait, je pense qu'il a été nommé à l'Académie des sciences, seulement, au moment de sa mort ou quelque chose de ce genre. Donc son premier livre, fameux, c'est The Doctrine of Chances, un livre qui vaut la peine de regarder. Je l'ai lu en partie. L'autre, c'est Annuities upon Lives, OK, où il va reprendre des observations faites par Halley dans la ville de Breslau en Pologne. Halley étudiait l'espérance de vie. C'est une des premières études, vraiment de démographie et d'espérance de vie, une étude mathématique. Donc c'est vraiment une étude innovante et hem et Demoivre, construit littéralement un modèle mathématique de survie et fait les premiers calculs de rente viagère, hein. Donc littéralement, les gens qui font des sciences actuaires, par exemple, eh ben, ils peuvent voir à leur programme, les modèles de Demoivre. Voilà. Enfin, son dernier livre, qui s'appelle, Miscellanea Analytica, contient entre autres la formule qu'on dit de Stirling, mais qui en fait et très probablement a été prouvée, pour la première fois par De Moivre lui-même. Voilà. Donc moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la formule de Stirling, justement, pour rapprocher pi, puisque nous sommes dans les calculs, de pi. Alors, la formule Stirling, elle a plusieurs formes, mais en voici une. Et évidemment, puisque je vous dis que quand n, devient très grand, ce membre de gauche tend vers 1, ce qui est une façon d'exprimer la formule de Stirling, d'accord? Évidemment, ça nous donne un moyen d'approcher pi, d'accord? Il suffit de multiplier par pi, des 2 côtés. Donc, et ben, c'est ce que j'ai fait dans R tout simplement. Je me suis dit: «Ben, essayons de calculer pi, comme ça». Alors là, je vais essayer de prendre, on va essayer de faire une approximation très, très précise de pi. On va essayer d'itérer 200 fois, d'accord? Même 2000 fois. Comme ça, on va trouver vraiment une une approximation très bonne de pi. On espère battre largement, Monsieur X, alias Newton. Rappelons que De Moivre est né 1 an après, le calcul de Newton, puisqu'il est né en 1667 et que Newton a fait son calcul de pi en 1666, d'accord? Il y a un décalage entre la vie de ces deux personnes. Même si De Moivre, connaissait, De Moivre a fait la connaissance de Newton. En fait, il était jeune quand Newton était, à la fin de sa carrière. Alors ici, ce que je vais faire, c'est ça, je vais itérer 200 fois et je vais simplement prendre n égale 10 fois i, donc 10, 20, 30 et cetera jusqu'à 2000 et j'applique simplement cette formule. D'accord? Alors regardons l'erreur et la surprise. Parce que vous voyez que bien que j'ai voulu faire 200 calculs, le calcul avorte très rapidement. Vous voyez que d'abord, je commence à
3,19, OK, 3,19 et que je ne peux faire que 14 itérations. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, ce qui se passe, c'est que je vous demande de calculer factoriel n pour de grandes valeurs de n et que la fonction factorielle n est une réelle bombe atomique et donc que c'est très difficile de calculer, factoriel n pour de grandes valeurs de n ou même pour des valeurs modérées comme vous voulez le voir. Comme vous le voyez ici, je ne peux aller que jusqu'à n égale 140 dans R. Donc ça et en plus de ça, je vois aussi que même à la limite, le progrès a été extrêmement modeste. D'accord? Donc vous pouvez dire effectivement que le calcul de pi par la formule de Moivre est très inefficace. Cependant, ce que j'aimerais, vous dire aussi, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, je ferai peut-être une autre, vidéo, là-dessus, hein, c'est que, le calcul de Moivre est quand même enfin la formule de Stirling est quand même extrêmement importante et elle a de multiples applications, notamment en physique. J'ai d'ailleurs préparé une activité là-dessus, mais, pour ne pas trop rallonger cette vidéo, je ne vais pas en parler maintenant. Donc, voilà, nous avons vu que nous pouvons faire un calcul, approcher pi, effectivement, donc la formule de Moivre nous permet d'approcher pi, mais c'est surtout, la relation entre pi et les probabilités que de Moivre, que nous ne voyons pas directement ici, hein, que de Moivre a mis en lumière et ça, c'est vraiment, très important. Alors juste pour, les programmeurs, parmi vous, si vous voulez améliorer les choses, on peut aussi charger un programme en précision infinie ou, utiliser, la précision multiple pour améliorer la précision. Donc soit on prend une technologie, celle de la précision infinie, soit on prend l'autre, on améliore la précision, par exemple en fonctionnant en quadruple précision et on va aller un peu plus loin. D'accord? Mentionnons aussi qu'il y a des formules similaires, notamment la formule de Wallis, qu'on peut prouver facilement, soit avec les intégrales de Wallis, soit en utilisant, un développement que Euler utilisera pour le fameux problème de Bâle, qui calcule la somme des inverses et carrés, des entiers. Tout simplement en regardant les zéros de la fonction sinus, d'accord? Et en exprimant ça comme un produit. Alors, donc effectivement, la formule de Wallis se démontre très facilement et elle nous permet d'approcher pi aussi, de cette manière. Alors, exercice, je vous montre cette formule, voilà la formule de Wallis. Pouvez-vous écrire un programme dans le langage de votre choix, par exemple R, pour travailler pour calculer pi? Est-ce que, cette formule est plus efficace que la formule de De Moivre-Stirling? Voilà, c'est la question que je pose. Voilà, c'est une autre façon de l'écrire cette formule, hein, c'est ce que je vous mets ici, hein. C'est qu'on peut aussi l'exprimer sous cette forme-là, d'accord? Et effectivement, on obtient ça. Heu Attendez, parce que là, je crois que je suis en train de ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé la question alors j'ai répliqué, un calcul qui a été fait par Demoivre. Donc j'ai regardé, oui, j'ai regardé son article dans la, Doctrine of Chances et son analyse de la loi binomiale. Alors vous voyez qu'ici, nous prenons une loi binomiale avec 2 n essais et le pile et face ont la même probabilité. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de regarder, d'estimer quelle est la probabilité que x soit égal à n. Évidemment, en prenant, la fonction de probabilité de la binomiale qui a été trouvée par Pascal, vous trouvez facilement cette, expression. D'accord? Alors, vous pouvez continuer
Ce que je fais, c'est que j'utilise la formule de Stirling. Donc la formule de Demoivre-Stirling. C'est ce que Demoivre a fait. Il a développé la formule de Stirling pour pouvoir estimer cette probabilité. Donc tous ces calculs-là ont été faits par Demoivre, d'accord? Et je transforme simplement ma formule, d'accord? De manière à faire apparaître 1 sur racine de pi ici, et de manière à vous pouvoir à vous montrer qu'est-ce qui se passe. D'accord? Attendez, je développe tout. Voilà. Voilà. Donc, finalement, ce que trouve Demoivre, d'accord, c'est que en appliquant la formule de Stirling, qu'il a lui-même démontrée, cette probabilité, donc la probabilité de l'événement le plus fréquent, hein, qui est d'avoir, effectivement, c'est votre, la chance maximum si la probabilité de succès est égale à la probabilité d'échec, alors effectivement, le mode de la distribution, c'est n. C'est la moitié du total heu, des, heu, du nombre d'essais. D'accord? Ça, c'est le nombre d'essais que vous avez le plus de chances d'observer, qui maximise le nombre d'essais, la valeur de la variable aléatoire qui maximise la valeur de la probabilité. OK? Alors ce mode, justement, c'est ça qui est montré ici. C'est que ce mode, en fait, il converge vers 1 sur racine de n fois pi. D'accord? Et ça, c'est encore une autre découverte de, hem, de Moivre. D'accord? J'ai juste fait un petit calcul ici pour savoir quelle était la valeur et j'ai comparé à la valeur, alors des binômes, de la valeur donnée par R et là, curieusement, je trouve quelque chose qui est quand même très, heu, assez différent et même en continuant, j'ai vu que, ces valeurs sont encore assez, différentes. Donc on a vraiment une lenteur une inefficacité, si on veut, de cette convergence. Ce qui n'empêche pas que cette convergence soit fort intéressante. D'accord. Alors je vais passer sur la formule de Stirling et ses applications puisque, on peut l'appliquer en physique et notamment à la définition de l'entropie, hein. Je ferai ça dans une autre vidéo. Et je vais maintenant m'intéresser à des approximations efficaces de pi. Ce sera le troisième et le dernier volet de cette activité. Donc dans le troisième volet de cette activité, je vais voir si, ma vidéo fonctionne toujours. Oui. Dans le troisième volet de cette activité, nous allons nous brancher donc sur des approximations efficaces de pi. Alors là, je vais tout simplement changer d'outil et je vais me mettre dans mes notes dans OneNote. OK. Donc la question, c'est comment calculer pi de manière efficace? On va faire une petite promenade, d'accord? Et ça va être le but de cette section de la vidéo. Alors le plan du calcul efficace, de comment trouver un calcul efficace de pi, le plan va être le suivant. D'abord, nous allons étudier une suite bien sage. Ensuite, nous allons nous promener le long de l'ellipse et ensuite, nous allons, découvrir une méthode de calcul. C'est ça le plan. Alors une suite sage. Alors par sage, j'entends suite arithmético-géométrique efficace. SAGE. D'accord? Alors cette suite-là, elle est basée sur la transformation suivante. Vous prenez 2 nombres positifs, A plus grand ou égal à B, les 2 positifs et vous transformez donc vous mesurez un point dans le plan, dans cette région du plan et vous prenez simplement la moyenne arithmétique sur l'axe d'abscisse et sur l'axe des ordonnées, vous prenez la moyenne géométrique de votre point. D'accord? Et vous itérez. Alors ce qui se passe, comme vous pouvez très facilement le voir, si vous calculez, le nouveau terme a n plus 1 au carré
moins, donc ça, c'est la partie, en x et b est la partie en y, d'accord? Si vous calculez a carré moins b carré, à partir du terme précédent, vous voyez que c'est a moins b sur 2 au carré, donc qui est positif. Ce qui implique que pour tous les n, les termes a sont donc les abscisses sont supérieurs au terme b, les ordonnées, d'accord? Chaque point a une abscisse, y compris le point initial, a une abscisse plus grande que son ordonnée. Aussi, il découle immédiatement de cette inégalité-là, d'accord, que AN plus grand que BN, que la nouvelle valeur de A est plus petite que l'ancienne valeur et que la nouvelle valeur de B est plus grande que la nouvelle valeur. C'est que l'ancienne valeur. Donc, AN est une suite croissante, BN est une suite, AN est une suite décroissante et BN est une suite croissante. On part donc de A plus grand que B, A décroît, 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 d'accord, et est minoré évidemment par B0. Et pour le B, c'est le contraire. B croît, 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 croît et est majoré par A. Donc on a deux suites qui sont respectivement décroissantes minorées et croissantes majorées. Elles convergent donc toutes les deux. Il y en a une qui converge vers un nombre alpha, l'autre converge vers un nombre bêta. Et en comparant, en prenant simplement, en itérant une fois, on voit très bien que alpha doit être égal à bêta, les deux limites doivent être égales. Et ces limites communes, on va leur donner le nom de moyenne arithmético-géométrique de A et B. Donc chaque fois qu'on initialise notre algorithme, A et B, d'accord, on part d'un couple AB, d'un point, comme ça, A supérieur ou égal à B supérieur à 0, et on arrive donc à, en itérant, on arrive, les deux suites stationnent au même point, qui est la moyenne arithmético-géométrique de AB. D'accord? Alors les questions qui se posent, les questions d'intérêt sont: quelle est la vitesse de convergence? Quelle est la valeur de la limite? Alors notons que, on pourrait s'intéresser, on a vu ici, on peut s'intéresser à la valeur de a carré moins b carré, dans la suite, d'accord? On va noter ça c carré. Donc c au rang n, c'est simplement la racine de an carré moins bn carré, la différence entre a et b mesurée comme ça. Et en fait, puisque a carré moins b carré, c'est a moins b sur 2 au carré, comme on l'a démontré plus tôt, on voit très bien que c'est, que Cn plus 1, donc au rang n plus 1, cette différence-là qu'on écrivait comme un carré en gardant le même rang, eh ben, ce n'est plus un carré, simplement la moitié de la différence au rang précédent, pas de racine. On voit aussi que Cn carré, c'est an moins bn fois an plus bn, puisque c'est n carré moins c'est a carré moins b carré, donc a moins b fois a plus b, et on voit donc qu'on peut le factoriser sous la forme 4 Cn plus 1 à n plus 1. Ce qui nous permet de montrer que Cn plus 1 est plus petit que la valeur précédente au carré divisée par 4 fois la limite, grand M. On a donc une progression géométrique quadratique. D'accord? Donc si on choisit n0, si on commence par itérer un petit peu, on itère n0 fois, de manière à placer notre départ, notre C de départ, Cn0, la fraction Cn0 sur 4m, sous la barre des 0,1, d'accord? Et si on continue, eh ben, on va avoir évidemment une progression qui va être où l'erreur va diminuer comme 2 fois la puissance n-0, d'accord? À chaque fois, on va gagner une puissance de 2, puisque c'est quadratique. Donc en 9 itérations, on va gagner plus de 1000 décimales. Ça va très très vite. 1000 décimales gagnées en 9 itérations, c'est tout simplement parce qu'on a une convergence rapide quadratique. D'accord? On a vraiment, donc en conclusion de cette première partie, une suite vraiment sage. D'accord? Suite arithmético-géométrique efficace. Maintenant, intéressons-nous essayons de nous promener le long d'une ellipse. Alors, on a un cercle ici, à gauche, et à droite, on a la version aplatie du cercle, une ellipse, donc, puisque vous obtenez un cercle à partir d'une ellipse en multipliant le cercle unité par A sur le long des abscisses X, et par B le long vous dilatez l'axe des abscisses par A et l'axe des ordonnées par B, et vous obtenez une ellipse. Alors évidemment, dans le cercle, on a cette relation cosinus carré t plus sinus carré t égale 1, d'accord?
Que se passe-t-il si on manipule des quantités de la forme a carré cos carré t plus b carré sinus carré t? Vous voyez qu'on a comme un déplacement, affine et on les traite, de manière symétrique. On met un A comme coefficient, c'est une formule qui a l'air intéressante à étudier. Alors, bon, très facilement, hein, si on calcule le périmètre ou un quart du périmètre de l'ellipse, on va appeler ça J de AB. On va donc intégrer de 0 à pi sur 2 et on s'aperçoit qu'effectivement, si l'ellipse a pour demi-axe A et B, eh ben, on intègre racine de A carré cosinus carré T plus B carré sinus carré T, pour T allant de 0 à pi sur 2. Et évidemment, l'ellipse est composée de 4 arcs similaires, donc le périmètre de cette ellipse, c'est 4 fois cette intégrale. Alors, une autre idée, ça serait peut-être de dire, au lieu de regarder l'intégrale de cette racine, on pourrait aussi considérer l'intégrale de l'inverse de cette racine. Ça paraît une idée intéressante, comme une idée duale. D'accord? Alors, on va chercher maintenant c'est ce qu'ont fait les mathématiciens au cours du 18e et du début du 19e siècle. Ils ont essentiellement cherché les propriétés, c'est surtout au 18e siècle que s'est développée cette théorie des intégrales elliptiques. Elliptiques puisqu'elles sont reliées au périmètre de l'ellipse. OK? Donc en essayant de regarder les propriétés de ces 2 intégrales elliptiques, on s'aperçoit qu'elles ont 2 propriétés très importantes. Ces intégrales sont en fait intimement reliées à la suite sage. Et c'est ça, que j'ai noté I comme invariance par moyennisation. Et en fait, l'intégrale elliptique, I, donc avec les racines au dénominateur, elle est invariante par la transformation arithmético-géométrique. Ce que je notais comme ça, I de phi de m égale I de m, quand m est le point AB. Et quant à la deuxième, elle a aussi une propriété, disons, de transformation très spéciale, puisque 2 fois J, quand on calcule J et qu'on calcule J à la transformée de phi de m, et ben on peut la retrouver à partir de J de m, mais il nous faut ajouter AB fois I de m. Donc ces 2 relations sont très importantes, et comment les a-t-on découvert? On les a découverts grâce à un changement de variable astucieux qui a été formulé pour la première fois par London au XVIIIe siècle, et on appelle ça la transformation de London. Donc la transformation de London transforme T, la variable originelle de l'intégrale, en U égale T plus arc tangente de B sur A tangente T. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on prend une réciproque ici, tangente, au lieu de prendre l'arc tangente de la tangente, ce qui nous donnerait évidemment juste 2t, donc ça serait inopérant, hein, une sorte de trivialité, mais là, on utilise seulement le rapport B sur A, et c'est pour cela, c'est cette transformation astucieuse, hein, qui est d'ailleurs assez naturelle quand même, qui nous permet de démontrer ces formules qui relient les intégrales elliptiques I et J à la suite sage phi. D'accord? Alors maintenant, bon, pour la preuve, elle n'est pas difficile, hein. Il vous suffit d'utiliser ça et de remplacer ce changement de variable dans l'expression des intégrales, d'appliquer les lois du calcul infinitésimal, et vous vous en sortirez assez facilement. Je vous le laisse en exercice. Alors, maintenant, comment peut-on calculer I et J? Alors, observons la chose suivante. D'abord, si vous calculez I de xx, ça va vous donner intégrale de 0 à pi sur 2 dt x, vous pouvez mettre x en facteur, et donc, l'intégrale est triviale. C'est simplement pi sur 2 x. Et de la même manière, J de xx, c'est pi sur 2 fois x. D'accord? Eh bien, immédiatement, grâce à cette magnifique transformation de London et les propriétés de symétrie qui en découlent, vous en déduisez immédiatement que l'intégrale I en AB, c'est évidemment puisque phi conserve l'intégrale I, donc c'est I de la limite
C'est donc si vous appelez la limite M, ça c'est la limite, la moyenne arithmético-géométrique de AB, donc I de AB égale I de MM. Et comme I de MM est facile à calculer, c'est pi sur 2x, et ben voilà, vous avez montré que c'est pi sur 2 divisé par la moyenne arithmético-géométrique de A à B. Ce splendide résultat, vraiment très, très bon résultat, est dû à Gauss. Et donc je le réécris ici, I de AB égale pi sur 2 divisé par M de AB. Donc vous avez vu hein, qu'on peut très facilement faire les calculs de Sage. Donc vous faites un calcul Sage, si vous connaissez pi sur 2, vous avez I. Donc maintenant, comment peut-on calculer J? Alors pour J, il faut se fatiguer un tout petit peu plus. Vous remarquez, la deuxième propriété d'invariance, c'est que 2J phi égale à J plus ABI. Alors, si vous appliquez cette formule-là, et si vous faites apparaître la différence J moins AI, d'accord? Voilà ce qui se passe. En multipliant par 2 J moins AI, vous allez voir que si vous faites les calculs, hein, donc A1, B1, c'est la transformée c'est phi appliquée à AB. Donc A1, c'est la moyenne arithmétique de AB. B1, c'est la moyenne géométrique de AB. D'accord? Si vous calculez cette quantité, vous trouvez facilement 2JA1B1 moins exactement, je ne sais pas développer, et je remplace, j'applique la deuxième propriété d'invariant, de symétrie, hein, J de AB plus ABI, et là, je remplace A1 carré, puisque c'est A1 carré, c'est simplement A plus B sur 2 au carré, d'accord? Et donc, vous trouvez J de AB moins A carré plus B carré sur 2, I de AB, d'accord? Et donc, vous pouvez maintenant penser à mettre, faire jouer, à faire apparaître C carré, et vous faites donc apparaître de nouveau la quantité J moins 1 carré, d'accord? Donc vous voyez qu'ici, vous avez du J moins 1 carré, qui est fonction du J moins 1 carré. Si vous itérez, vous obtenez ceci, vous obtenez que 2 puissance n, J moins 1 AI, A carré I, A carré I, pas J moins 1 carré, mais J moins 1 carré I. Donc J moins 1 carré I multiplié par 2 puissance n, donc ça c'est à l'ordre n, est égal à J moins 1 carré à l'ordre 0, vers l'initiale, plus une somme qui s'exprime en fonction des CJ carrés. D'accord? Donc ça, après, vous pouvez facilement montrer que ce terme-là à gauche tend vers 0, et donc on obtient une relation très importante. On obtient que tout simplement J, c'est-à-dire J de AB, soit J0, c'est tout simplement pi sur 2 fois A carré moins somme de 2 puissance n moins 1 Cn carré sur MAB. Donc voilà, ça c'est l'équivalent de la formule de Gauss, probablement aussi trouvée par Gauss, pour J. Donc, on vient de démontrer que Sage vous permet de calculer J, et en particulier de calculer le périmètre de l'ellipse, puisque l'ellipse, le périmètre de l'ellipse, c'est 4 fois J de AB. L'ellipse est bouclée. Alors maintenant, tournons-nous vers la troisième partie de ce plan, qui est, est-ce qu'on peut faire un calcul efficace? Est-ce qu'on peut utiliser tout ce qu'on vient de voir pour calculer pi? Eh bien, on ne peut pas calculer pi. On ne peut pas utiliser pi, puisque, par exemple, quand vous voyez la formule de Gauss, alors je vous remonte la formule de Gauss ici, d'accord? Soit vous avez, bon, ça, je vous permet de calculer m, hein, d'accord? Et si vous connaissez pi, ça vous permet de calculer i, mais vous ne connaissez pas i, donc vous ne pouvez pas en déduire pi, d'accord? Ça marche dans l'autre sens. C'est que si vous connaissez pi et m, alors vous trouvez i. D'accord? Mais cette formule-là, puisqu'on ne connaît pas i, on n'a pas d'autre moyen de calculer i, alors on a un problème, on ne peut pas calculer pi. Pareil pour j, hein. La formule marche dans le sens que si je connais pi et que je fais fonctionner ma machine sage, je peux calculer j0. Mais donc il nous faut une autre méthode, il faut une autre idée. Eh bien l'idée, la voici. On va utiliser un triangle, entre guillemets, un triangle amoureux, la relation de Legendre. Quand je dis amoureux, c'est que ces paires de nombres, ou ces valeurs, forment un triangle qui admet une relation de fermeture exacte.
Cette relation a été donc démontrée par Legendre, est vraiment une relation magnifique, I de AB fois J de AC plus I de AC fois J de AB, donc remarquez l'utilisation des symétries, moins A carré I de AB, I de AC égale pi sur 2. Magnifique formule. Si vous voulez apprécier l'élégance de cette formule, vous pouvez peut-être penser à une formule trigonométrique, une super formule trigonométrique, une formule d'un nouveau genre. Rappelez-vous qu'ici, nous traitons d'intégrales. Hein. Donc vous avez des intégrales des intégrales qui dépendent de deux paramètres, hein, et vous avez donc cette magnifique relation exacte, ce n'est pas une relation approchée, qui vous permet de calculer pi maintenant, d'accord, en fonction de ces de I et J. D'accord. Et alors là, effectivement, avec ça, c'est la clé du calcul, puisqu'on va voir comment on peut en fait combiner plusieurs, en fait, deux machines sages pour fabriquer une approximation de pi. D'accord. C'est la clé du calcul, la formule de Legendre est la clé du calcul. Alors, appliquons la formule de Legendre à A égale 1. Prenons B entre 0 et 1. Et C, au lieu de le noter C, on va le noter B', parce que B et B' on va être, on va dire, reliés l'un à l'autre. D'accord. On va prendre B' égale racine de 1 moins B2. Et bon, si on veut prendre les mêmes valeurs, vous voyez que B sera 1 sur racine de 2, puisque ça nous donnera 1 racine de 1 moins demi, donc B et B' seront égaux à 1 sur racine de 2. Plus généralement, vous pouvez prendre A égale 1 et B' comme ça, mais reliés par cette relation. Alors dans ce cas, vous avez, en appliquant la relation de Legendre, que je ne démontre pas, pi sur 2 égale I de 1b, J de 1b', plus I de 1b', J de 1b, moins I de 1b, I de 1b', égale à, et là vous pouvez mettre en facteur, et simplement vous faites apparaître la somme des Cn carrés du sage, de la relation sage, ou de la machine sage qui est initialisée en AB, et la somme des C'N carré fois 2 puissance n-1 de la machine sage qui, elle, est alimentée par le point initial AB'. D'accord. Donc, vous déroulez deux machines sages, une AB, une AB', donc 1B, 1B', hein, ou 1, et en fait, et vous calculez, vous faites ce calcul. D'accord. Et vous obtenez que pi sur 2, alors on peut l'écrire aussi comme ça, que vous pouvez aussi l'écrire comme ça, que pi est égal à 4 fois la moyenne arithmético-géométrique de 1B fois la moyenne arithmético-géométrique de 1B'. Et dans ce cas, bon, vous avez Cn et Cn', donc il y a deux machines sages côte à côte. Alors, il y a un cas limite qui est que le cas où B égale B', quand vous prenez effectivement 1 sur racine de 2. Vous êtes obligé de prendre ça. Si vos machines sont les mêmes, vous êtes obligé de prendre cette valeur-là. Donc, vous partez de 1 et 1 sur racine de 2. Et vous avez donc cette formule-là, ça s'appelle la formule de Brent-Salamine, et c'est une formule célèbre pour approcher pi. Alors là, vous avez donc une approximation de pi qui est l'approximation de rang n. Donc vous commencez votre sage en a égale 1 et b égale 1 sur racine de 2. Là, les deux suites sont les mêmes, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a 2 puissance j plus 1 ici et pas 2 puissance j. Et donc, vous n'avez pas besoin de Cm' et Cn sont les mêmes. Hein. Et donc, voilà l'approximation de rang n. Évidemment, en appliquant, en cherchant, en regardant, en analysant l'erreur, on peut montrer que Cn, donc qui est une mesure de l'erreur, converge quadratiquement, est inférieur à 4m fois 10 puissance moins 2 puissance n-1. Évidemment, ça converge de manière dramatique et par exemple, si vous prenez 30 termes, vous obtenez 2 milliards de décimales exactes. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on peut faire un petit calcul pour appliquer cette formule de Brent-Salamine. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en fait une variante de cette formule de Brent-Salamine qui est due à Borwein en 1985 et qui, en fait, à chaque itération, équivaut
à 2 itérations de cet algorithme de Brent-Salamine ou qu'on appelle aussi algorithme de Gauss-Legendre. D'accord? Alors voilà, j'ai simplement calculé j'ai simplement codé l'algorithme de Borwein 1985 dans R. On part de ces 2 valeurs, d'accord? Et l'algorithme, en fait, calcule 1 sur pi. Donc, je l'inverse. Quand j'ai calculé ma valeur A, c'est 1 sur pi, je l'inverse et je la compare à pi pour voir si je suis loin. Donc la première itération, j'ai une erreur de 0,22. D'accord? Faisons une itération supplémentaire, une seule. Donc l'itération consiste à calculer 1 moins y puissance 4. Donc je vais vous montrer ce que c'est que y, hein. Donc vous maintenez donc 2 nombres, vous maintenez simplement, en fait, oui, 2 nombres a et y, d'accord? Qui sont initialisés comme ça, à ces 2 valeurs, d'accord? A et y seront mes valeurs courantes, d'accord? Ça, c'est l'exposant 1/4. Ça, c'est mon itération. Ça, c'est la valeur que j'ai jusqu'ici. Donc voilà ma valeur de pi, l'itération 0 et voilà, mon erreur. D'accord? Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends y, je l'élève à la puissance 4 et je soustrais ça de 1. Et la nouvelle valeur de y, c'est simplement 1 moins u puissance 1/4 sur 1 plus u puissance 1/4. Et on a une valeur de a qui se déduit très simplement de la nouvelle valeur de y. Et qui fait intervenir aussi l'itération. Donc, faisons une itération. Regardez, une seule itération. Donc, on est passé en une itération à une erreur de 0,22, en une itération à une erreur d'un milliardière, pratiquement de 7 milliardièmes. Faisons une autre itération. Voilà, en 2 itérations, nous avons essentiellement battu Monsieur X. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et je vais terminer la vidéo ici. À bientôt.